Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de la séance 6 qui sera consacrée à un tutoriel pour le logiciel Pratt. Alors aujourd'hui, on va d'abord voir comment télécharger le logiciel. C'est très simple, c'est gratuit et il existe des versions pour Windows et pour Mac. On va passer en revue les fonctionnalités les plus simples, donc comment lancer Pratt, à quoi correspondent les différentes fenêtres, comment enregistrer un son, comment ouvrir un son existant. On va effectuer quelques manipulations de base, couper, coller, concaténer, donc mettre plusieurs sons ensemble ou filtrer. Et puis je passerai en revue un certain nombre de menus qui permettent d'afficher le signal de parole, d'afficher différentes analyses et d'effectuer certaines analyses basiques. Bien sûr, vous aurez ici simplement un aperçu. L'idée est de vous introduire au logiciel. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il y aura une série de ressources qui sont listées ici, concernant des modes d'emploi des tutoriels en français, ainsi qu'une playlist YouTube, elle, en anglais, qui vous permettront d'aller plus en détail si vous voulez maîtriser Pratt. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, télécharger Pratt. Vous allez sur le lien qui vous est donné. Vous pouvez télécharger Pratt pour Macintosh ou pour Windows. Si c'est pour Windows, vous devez bien choisir la bonne édition, hein, 64 bits ou 32 bits. C'est bien expliqué ici. Et comme je vous le disais, il existe pour Mac également. Un des gros avantages de ce programme, c'est qu'il est absolument gratuit et que beaucoup des ressources qui sont ajoutées au fur et à mesure par la communauté sont également mises à disposition gratuitement. Je vous parlais des scripts Pratt. Donc ça fait de cet outil quelque chose d'extrêmement puissant et accessible à tout étudiant. Donc une fois que vous aurez téléchargé le programme, vous l'installerez sur votre machine et il apparaîtra dans vos applications ou dans vos programmes. Donc on va le lancer ici. Voilà, la petite icône pour Pratt, c'est cette espèce de bouche là. Voilà. Lorsque l'on ouvre Pratt, on a toujours deux types de fenêtres qui apparaissent. Une fenêtre à gauche, Pratt Object, et puis une fenêtre à droite, Pratt Pictures. Pour l'instant, on va laisser de côté celle de droite. Elle permet de dessiner, d'afficher, de faire des graphiques, on va dire des figures. Nous verrons ça dans un second temps. On va d'abord se concentrer sur la première fenêtre, la fenêtre objet. Donc on va tout de suite voir comment enregistrer un son. On va cliquer sur New, nouveau son, et je vous conseille d'enregistrer un son mono pour commencer. C'est vraiment la version la plus simple, une seule piste. On va devoir sélectionner mono ou stéréo ici, et ici si vous avez plusieurs sources audio, vous devez sélectionner la bonne source. Par exemple ici le micro de mon ordinateur, éventuellement un micro externe. Donc lorsque l'on est prêt, on va enregistrer. Et on arrête. Alors vous aurez remarqué que pendant l'enregistrement, la petite jauge colorée s'affichait. Je vais enregistrer ceci comme le premier A, donc je lui donne un nom et je l'enregistre à la liste. Il y a un nouveau son qui apparaît ici et qui est cet enregistrement. Je vais faire un second enregistrement afin que vous puissiez bien regarder comme la jauge bouge pendant qu'on enregistre. Voilà, ici, ce que je voulais vous faire entendre, c'est que quand on parle trop fort, on voit à la jauge que ça devient rouge et ça peut poser des problèmes. Donc je ne vais pas enregistrer celui-ci, je pourrais, hein, je vais l'appeler Attest 2, je pourrais l'enregistrer, voilà, et fermer. Donc j'ai maintenant mes deux sons ici. On va réécouter le premier. Donc voilà, on a à ce moment-là, au milieu, un enregistrement qui est saturé parce que la
personne parlait trop fort par rapport au micro. Mais ça, on le voit donc au niveau de la jauge, c'est à faire attention, quelque chose à laquelle portez attention lorsque vous enregistrez. Donc voilà, on a enregistré notre premier son et on va pouvoir potentiellement le modifier, le filtrer, potentiellement faire différentes choses avec. Donc je ne vais pas m'intéresser à ceci, je vais ouvrir un nouveau son. Ça c'était un enregistrement d'un son existant, mais bien sûr je peux ouvrir n'importe quel son. Alors n'importe quel son sous fichier WAV, donc .wav, qui serait sur votre ordinateur. Je vais faire ici. Donc pour ouvrir un son existant, on va faire Read from File. Ok, Open, Read from File. Ici on va aller prendre une phrase dite par un locuteur parkinsonien. Voilà. Et donc, je vais vous la faire écouter. Lundi, le chat, le loup et papa vont à Bali. Les copains sont tout contents. Comme vous voyez, donc, on peut avoir une liste de sons ici à gauche, une liste d'objets. En l'occurrence, pour l'instant, ce ne sont que des sons, mais il pourrait y avoir d'autres objets. Et puis, à droite, il y a une série de boutons qui permettent d'envoyer toute une série de commandes au logiciel. Il y a énormément de commandes différentes, je ne vais pas pouvoir les voir toutes, mais l'idée c'est que vous ayez un aperçu général. Première chose, par exemple, on pourrait filtrer ou convertir ou changer ce son de façon à le réduire son bruit, manipuler de différentes façons, combiner des sons par exemple en les concaténant. Donc il y a toute une série de possibilités par rapport à ces sons. Il y a aussi dans le menu Modify ici des possibilités. Je vais utiliser quelque chose qui est assez rigolo qui est Reverse qui, voilà, j'ai cliqué dessus et je vous fais écouter. On va jouer le son à l'envers. Ton pouce mon serre pour qu'elle il a bâton à papier ou le lâche line. Voilà, ça n'a pas toujours un intérêt énorme, mais donc plusieurs possibilités existent par rapport à ces différentes choses. On peut aussi concaténer des sons. Donc si je prends le premier et que je sélectionne également à l'aide de la touche contrôle ou commande, ça dépend un peu si vous êtes Mac ou PC, plusieurs sons, là d'autres menus apparaissent comme par exemple de combiner en stéréo ou de concaténer ces sons. Et dans ce cas-là, on a une nouvelle chaîne qui est construite et qui va être constituée des deux sons. Ton pouce mon serre pour qu'elle il a bâton à papier ou le lâche line. Alors, je devrais vous indiquer que dans la liste ici, pour l'instant, ce sont les objets avec lesquels je travaille, mais il n'y en a qu'un qui est véritablement sur mon ordinateur pour toujours, c'est celui que j'ai ouvert. Les trois autres ont été ici créés dans le programme, ceux-ci ont été enregistrés directement, celui-ci a été concaténé à partir de deux précédents, et pour l'instant, ils n'existent que dans le programme. Si vous fermez votre programme Prad, votre logiciel en d'autres mots, à ce stade, tous ces objets vont disparaître. Par exemple, si je fais Prad Quit, vous allez voir, il va me dire que j'ai encore des objets dans ma liste, est-ce que je suis vraiment sûre de quitter Pratt? Et là, je vais dire non, surtout pas, parce qu'en fait, je ne les ai pas enregistrés. Et donc, si j'ai envie d'enregistrer, par exemple, cette chaîne un peu bizarre, eh bien, je peux l'enregistrer comme un WAV file, par exemple, et aller la mettre quelque part dans mon ordinateur. D'accord? Donc ça, c'est important à garder à l'esprit. Pour l'instant, j'ai fait exprès, et c'est difficile pour moi, de ne pas visualiser ce son. Mais bien sûr, l'objectif de Pratt, ça va être de visualiser différentes représentations, que ce soit des spectres, des spectrogrammes, des signaux de parole, donc des représentations du son. Donc pour faire cela, la base, c'est de sélectionner un son dans les objets et de cliquer sur View and Edit. C'est d'ailleurs le bouton qui est par défaut déjà activé. Voilà, alors là on obtient cette fenêtre sous Pratt que vous reconnaissez peut-être pour l'avoir déjà beaucoup vu dans certaines démos du cours. C'est vraiment la fenêtre de base qui permet de visualiser un son. Donc, sur cette fenêtre, qu'est-ce qu'on peut faire? Différentes choses. Vous voyez que, donc, évidemment, en ordonnée, on a le temps. Et Pratt va ouvrir, s'il le peut, l'ensemble de la durée du son. Si ça excède 30 secondes, il ne prendra que les 30 premières secondes.
Je vais faire en sorte que rien ne soit affiché. Donc a priori, je pense que si vous partez de 0, vous n'aurez quasi aucune analyse montrée. Donc là, j'ai enlevé tous les shows. D'accord? Donc vous avez un certain nombre de boutons ici au-dessus, qui sont toute une série de menus qui permettent de faire beaucoup de choses avec le fichier. Et puis vous avez principalement, pour commencer, 2 panneaux horizontaux. Celui du dessus correspond au signal de parole, et celui du dessous, c'est un spectrogramme. D'accord? Et donc on peut faire toute une série de choses avec ces sons. Praat permet d'éditer, donc on peut sélectionner une partie. Par rapport à cette partie, on peut zoomer. Zoomer sur la sélection, c'est le petit bouton Cell en bas à gauche ici. Voilà. On peut également revoir l'ensemble du son, All, donc là on dézoome, ou zoomer un peu plus, un peu plus, un peu plus, ou out, 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 sélection. D'accord. Donc, ça c'est vraiment la base pour se concentrer sur une partie du son. Et comme vous le voyez, lorsque l'on zoome, on commence ça ressemble à des signaux de parole que vous connaissez. Il a bâton. Il a bâton. Alors ici j'ai un son qui est à l'envers, c'est peut-être pas une très bonne idée. Jamais trop testé, mais on va de nouveau le remettre dans l'autre sens. Voyons si ça marche. Vont à Bali. Voilà, c'est les copains. Et on va mettre les copains sont tout contents. Donc je zoome sur la sélection, les copains sont tout contents. Vous voyez des successions de phases extrêmement intenses et moins intenses. Il s'agit des successions voyelles consonnes. Les copains sont tout contents. Contents. Alors vous voyez, quand je clique ici, je peux entendre différentes parties du son. Soit si je clique ici, je vais réentendre l'ensemble du son. Soit la partie visible, en l'occurrence ici il y a 2 secondes qui sont visibles. Soit si je clique ici sur la portion uniquement qui est sélectionnée ou qui est à droite de la sélection. En haut vous avez les durées, enfin les temps plus exactement. Donc on est entre la seconde 7.4 et la seconde 8.04. Et ici, vous avez évidemment les unités qui correspondent aux représentations. Donc là, c'est de l'intensité, mais ici, évidemment, ce sont des fréquences, donc c'est en Hertz. Voilà, donc on a vu comment visualiser un son via View and Edit, comment zoomer, comment sélectionner, comment écouter. Et on peut évidemment modifier les différentes échelles, je vais y venir. Donc si on prend par exemple le premier menu, le menu du spectrogramme, pour l'instant j'ai mis Show spectrogramme, on pourrait être vraiment à 0 avec aucun spectrogramme. Il est possible que quand vous ayez que vous veniez de télécharger le programme, ce soit le cas. Je ne sais pas quel est le réglage par défaut. Donc vous faites Show spectrogram. Et puis ici, on peut modifier les paramètres, donc les settings. En ce qui concerne les settings, ça va être vrai dans l'ensemble des cas. Vous pouvez changer beaucoup de choses, certaines choses ne sont pas permises, et là j'imagine qu'il va me dire que c'est pas possible, évidemment. Mais je peux mettre vraiment toutes sortes de valeurs. Et puis si je ne sais plus quelles sont les bonnes, vous pouvez toujours utiliser le bouton standard. Le bouton standard remet les valeurs par défaut. Et donc quand on a beaucoup manipulé et qu'on ne sait plus pourquoi on a fait les choses ou quel est finalement le bon réglage, il est utile de revenir au réglage standard. Ici en l'occurrence, le spectrogramme on le voit entre 0 et 5000 Hz, mais on pourrait décider que 4000 Hz c'est bien assez, et donc ici je vais faire 4000 Hz et vous allez voir qu'ici c'est de 0 maintenant de 0 à 4000 Hz. Je vérifie juste une petite chose, est-ce que vous voyez ma souris? Oui, vous la voyez, donc c'est parfait. Donc, on peut également pour le spectrogramme, ce qui va être intéressant de modifier, c'est le contraste. Dynamic range, ici en dessous, c'est le contraste. En gros, c'est comme sur un appareil photo. Au plus c'est contrasté, au plus vous allez avoir des noirs pétants et des blancs pétants. Donc le contraste sera marqué, mais les nuances seront moins présentes en termes de dégradé de gris. Ici, je trouve qu'il y a pas mal de dégradés de gris, un peu trop. Donc il y a beaucoup de gris dans le fond, là, parce que c'est du bruit de fond. Donc je vais un petit peu modifier ici le dynamic range, vous voyez, et là je fais disparaître du gris. Le son n'a pas changé, j'ai pas enlevé de bruit, j'ai pas manipulé le son, je manipule simplement la visualisation pour faire ressortir les dégradés de gris qui m'intéressent. Ok, donc ça c'était le menu settings,
Et pour chaque menu ici en haut, vous allez avoir la possibilité de montrer quelque chose et les settings. Donc on a spectrum, spectrogramme, d'accord. Pitch, ça correspond à la fréquence fondamentale. Soit on le montre, soit on ne le montre pas. Et on a les paramètres. Intensity, donc l'intensité de la parole, on peut la montrer ou pas, et on a les paramètres. Et éventuellement même les formants. Et enfin, les pulses. D'accord? Donc spectrum, on l'a montré. Pitch, voilà. Ça va apparaître ici, typiquement sous Pratt, c'est en bleu. Alors l'échelle, elle est à droite pour le pitch. Vous voyez qu'ici, on est entre 100 et 500 Hz. Et manifestement, c'est une voix grave d'homme. Hein. Les copains sont tout. Vous l'avez entendu. 500 Hz, c'est beaucoup trop comme haut d'échelle. On n'a vraiment aucun risque pour un homme, même en criant très fort, d'arriver à 500. Je vais rester conservatoire avec 300. Voilà. Et là, on va un petit peu mieux pouvoir détecter la fréquence fondamentale qui apparaît donc uniquement dans les zones voisées, hein, évidemment. On peut aussi choisir de montrer l'intensité qui apparaît en jaune et qui est donc principalement une mesure de l'intensité générale. Et donc, comme on l'a vu en cours, hein, quels sont les sons qui acoustiquement ont le plus de proéminence, de saillance acoustique? Bien, c'est les voyelles. Et ici, par exemple, vous avez tout content. Je vais zoomer sur tout content. Content. Et vous voyez, pendant que le premier que, ici, la courbe d'intensité, elle est basse. On est autour de, c'est en vert ici, 28 décibels. Et puis, la voyelle, on monte à une intensité autour de 55 décibels. Et puis, on redescend et puis on remonte. Donc, c'est vraiment pendant les voyelles qu'on va voir l'intensité la plus forte. Donc, on peut montrer l'intensité ou pas, en superposition. Et on peut éventuellement demander à Pratt de détecter les formants. Alors ça a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Ne pas faire une confiance aveugle, hein, je vous l'ai déjà dit, au logiciel et à ses détections. Le logiciel, bien sûr, il utilise des algorithmes extrêmement éprouvés, mais il ne peut pas s'adapter automatiquement à toutes les situations. Si vous demandez à Pratt de chercher des formants dans une zone de fréquence où on n'est pas censé en trouver, l'algorithme vous fera plaisir et essayera d'en trouver. Même dans des zones non voisées où il n'y a pas de formants du tout. Je vais vous donner un exemple ici. Parce qu'ici, on a une voix relativement dégradée. Hein. Le programme, il fait ce qu'il veut. Donc là, on voit qu'il détecte un premier formant ici, un deuxième là. Le troisième et le quatrième, dans le bruit ambiant, c'est difficile de dire si la méthode a raison ou pas. Et vous voyez qu'il cherche aussi des formants pendant le que. Hein, le programme ne sait pas que c'est une consonne non voisée qui principalement, normalement, devrait être du silence. Et que donc, ce qui est ici, c'est un peu de bruit de fond qu'on a enregistré et rien de pertinent linguistiquement. Mais si vous prenez une mesure ici, eh bien, vous allez avoir que le premier formant est à 1100 Hz. Cette mesure n'a aucun sens. Mais le logiciel vous le propose. Donc, toujours utiliser ce logiciel comme tous les autres, en sachant ce qu'on fait, avec précaution, et en évitant de sortir des mesures pour des mesures. D'accord? Mais donc, si on se retrouve avec des cas comme ça, il peut être utile, évidemment, principalement pour les formants, de modifier les paramètres. Maintenant, ça se manipule avec prudence et expertise, et donc au début, ça peut paraître compliqué, on ne sait pas trop comment faire. Il y a plein de manuels, plein d'instructions qui existent, et sinon, vous revenez aux valeurs standards. Mais par exemple, on peut jouer sur le nombre de formants attendus dans une plage donnée, et ce nombre de formants va varier si c'est une voix d'homme, de femme ou d'enfant. Et puis on peut aussi jouer un petit peu sur la taille de la fenêtre, mais là on rentre déjà dans des réglages qui dépassent le cadre de ce tutoriel. Voilà. Oui, affichage pulses, je ne vous en ai pas parlé. Je vous ai peut-être déjà dit que sans afficher les pulses, on ne pouvait pas créer de voice report. Or, un voice report est très utile pour rapporter des mesures liées à la voix. Et la raison, c'est que en fait, la détection des pulses, c'est la détection des cycles de fréquence fondamentale. Je vais zoomer ici, vous allez voir. Voilà, on zoome sur la voyelle. Ici, je vais encore plus zoomer. Voilà. Vous voyez que chaque barre verticale bleue, chaque pulse, correspond en fait à un sommet ici. Et donc en gros, c'est ce que Pratt détecte comme le début d'une période, donc d'un cycle
de fréquence fondamentale. Et donc, ça c'est un cycle, ça c'est un cycle, ça c'est encore un cycle, etc. etc. Et c'est seulement lorsqu'il a détecté une fréquence fondamentale, qui va être déterminée par le nombre de cycles par seconde, que à partir de ça, il va pouvoir décider si ce cycle est plus ou moins régulier en amplitude, plus ou moins régulier en fréquence, et donc calculer le jitter, le shimmer, tout ce qui est nécessaire au voice report. Donc s'il n'y a pas de pulses, Pratt ne voudra pas faire de voice report. Donc ça c'est la deuxième couche, je dirais. Sur chacun de ces menus-là, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises. Donc je vais revenir à quelque chose d'un petit peu plus... Voilà, donc on revient à comptant par exemple. On peut aller au début de la phrase, hein. À lundi par exemple, ça c'est pas mal. Lundi, le chat. On voit bien la fricative là, dont on a parlé la dernière fois pour ch. Vous voyez comme on a du bruit apériodique ici et pas de pulses, pas de fréquence fondamentale, pas de vibration des cordes vocales. Ch. Ok, mais par contre beaucoup de pulses ici. Là j'ai tout pour l'instant affiché, ça peut être un peu lourd, hein, donc on peut décider de ne pas tout afficher. Là où je voulais en venir, c'est que pour chacun de ces menus, on peut avoir évidemment des mesures. Donc si on prend une sélection, et que dans cette sélection, on va avoir la fréquence fondamentale moyenne, on fait Get Pitch, et on a la moyenne dans la sélection, 121 Hz. On peut également demander l'ensemble du pitch listing, et donc là, c'est à chaque point de temps, vous voyez dans la première colonne, à chaque point de temps, on a la valeur précise de F0. On peut exporter ça, c'est un bête fichier texte, hein, on peut l'enregistrer, on peut le copier-coller, et donc après on pourra en faire ce qu'on veut, le mettre dans un Excel, l'utiliser dans des statistiques. Donc on peut avoir le pitch moyen, le pitch listing, le minimum, le maximum et encore plein d'autres choses. Pour l'intensité, c'est pareil, on peut avoir l'intensité moyenne, la minimale, la maximale et le listing d'intensité, donc à chaque point de temps. Pour les formants, on peut avoir le premier, le second, le troisième, le quatrième formant, ainsi que leur bande passante, ainsi que la liste de l'ensemble des formants. Donc, par exemple ici, on a à chaque point de temps le F1, le F2, le F3 et le F4, tels que calculés par le logiciel avec les paramètres qui sont ceux-là et dans les conditions qui sont les siennes. À ne pas faire confiance aveuglément. Et enfin, Pulses, ce menu permet de chercher le Voice Report, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, et qui donne donc un certain nombre d'informations sur le pitch, mais également sur le jitter, le shimmer et des mesures de rapport signal-bruit. Voilà les principaux menus ici de visualisation. Sachez que Pratt permet, même si c'est pas vraiment fait pour ça, de faire quelques opérations basiques de copier-coller sur les fichiers son. Donc je peux sélectionner une partie et faire Edit Cut. Voilà les parties. Je peux en sélectionner une autre et ramener à cette sélection à 0. Ça veut dire que là, j'ai pas enlevé un bout de signal, j'ai amené ce bout de signal à du silence. Je peux copier une partie, par exemple celle-ci, et la repositionner où je veux. Je vais la repositionner ici. Et donc on va avoir alors quelque chose qui va être répété 2 fois. Voilà. C'est peut-être pas le logiciel le plus adapté, Audacity pour être plus adapté pour faire de l'édition de signaux, mais pour des besoins précis ça existe. Pour l'instant, ce son, donc si je le ferme et que je rouvre un visualisateur, mes modifications sont toujours présentes. Mais si je quitte Pratt sans enregistrer ce son, ces modifications disparaissent. Donc encore une fois, à partir du moment où vous avez manipulé un son sous Pratt, ces modifications sont dans l'objet, à gauche, ici. Et si vous voulez les enregistrer, eh bien, vous utilisez ici Save. Voilà. Alors, il y a différents menus que nous avons vus, hein, qui permettent de prendre toute une série de mesures, qui sont également accessibles via les boutons de droite, mais je pense que dans un premier temps, il vaut mieux que vous familiarisiez avec cette fenêtre de visualisation. Sachez que pour des mesures précises, il y a ce bouton-là, Query. Donc, Query,
permet vraiment d'avoir des mesures encore plus... On va plus loin que simplement le minimum, le maximum, par exemple, et la moyenne. Par exemple, je peux avoir... je vais sélectionner l'ensemble de mon fichier. Bon, on va même pas faire ça, on va s'assurer sur l'ensemble. Voilà. Query. Get time maximum. Je pourrais avoir envie de savoir quel est le maximum d'intensité, par exemple. Eh bien, c'est au temps 2.394. Donc, au temps 2.394, à peu près ici. C'est là que se situe le maximum d'intensité de mon signal. Donc, on peut faire des recherches, des requêtes dans le domaine temporel. On peut avoir beaucoup d'informations ici. L'énergie, la puissance, etc., l'intensité. Ça va vraiment plus loin que ce que vous avez dans ce menu ici. Alors, ce qui va être principalement intéressant dans ce menu-ci, en plus de la visualisation, ce sont les annotations et c'est la création d'objets complémentaires. On va d'abord voir l'annotation, donc je vais fermer ceci, voilà. Et je vais annoter, tenter d'annoter ici ce son. To text grid. Voilà. Donc je crée ce qu'on appelle une text grid. Une text grid va venir se superposer au fichier son et en étant associé à lui va permettre de mettre une série d'annotations. Pour l'instant, je vais créer qu'une seule couche sur ma text grid, une couche d'annotation que je vais appeler mot. Pour l'instant, je ne rentre pas dans les détails ce que c'est pointers, vous verrez ça s'il le faut. Donc une text grid a été créée ici. Bon. L'intérêt, c'est de l'ouvrir en même temps que le son auquel elle a été associée. Et donc, si on les sélectionne tous les deux à gauche, via la touche commande sur Mac, je pense que c'est CTRL à vérifier sur PC. Voilà. Eh bien, vous voyez qu'il y a quelque chose de jaune ici qui est apparu. C'est ma couche. Voilà. C'est ma couche qui s'intitule mot. Je peux venir mettre des balises. Par exemple, je pourrais décider qu'ici, en cliquant, pas ici, mais en cliquant dans le signal, d'accord? En cliquant dans le signal, vous voyez qu'il y a une balise potentielle qui apparaît en grisé. Et si je fais Enter, une véritable balise vient se mettre. Donc, je pourrais en mettre une ici. Aussi, voilà. Et décider d'étiqueter que ici c'est vont. Vous vous souvenez, c'était ils vont à Bali. On l'a répété 2 fois. Vont. Je vais plutôt me mettre ici. On va sélectionner. Voilà. Les copains sont tout. Ici on a les copains sont. Les copains sont. Et puis je pourrais avoir envie d'avoir une seconde couche d'annotation qui annoterait par exemple les phonèmes. Eh bien, je vais ajouter, vous voyez que le menu a légèrement changé ici parce que j'ai une text grid. Donc je pourrais ajouter des intervalles, je pourrais rajouter des frontières et je peux rajouter aussi des tirs. Tirs, ce sont des couches en fait. Donc je vais rajouter une tire, voilà. Et celle-ci, donc en position 2, donc en bas, je vais l'appeler phonème. Voilà, une nouvelle tire qui apparaît. Et donc, dans les, je vais pouvoir maintenant décider de faire un le. C'était pas comme ça qu'il fallait faire. Donc, je vais donc enlever cette frontière parce que je m'y suis mal prise. J'enlève cette frontière. Voilà, donc ça c'était les. Les. Et donc, ici, je vais déjà recréer des frontières aux mêmes endroits que les mots. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, à l'intérieur d'un mot, par exemple comme copain, ça pourrait être utile de déterminer entre que, au. Alors moi, je sais où mettre la frontière, hein, mais évidemment,
ça ne s'invente pas. Et donc, on peut s'aider de la visualisation des informations phonétiques sur le signal, sur le spectrogramme, ainsi que, évidemment, sur le son. Voilà. Là, je me suis trompée, en fait, d'ailleurs, en le faisant. C'est le que, c'est le o. Vous voyez, c'est du live, c'est le P et c'est le 1. Je n'ai pas accès facilement sous Pratt, c'est vraiment un problème. Ça va peut-être arriver avec les nouvelles versions, mais donc l'alphabet phonétique international n'est pas directement implémenté, donc dans les annotations, souvent on doit utiliser de l'orthographe. Alors c'est pas un beau 1, c'est d'accord? Donc voilà les annotations. On a les annotations en couches qui sont appelées tirs. Sur chaque tir, il y a des intervalles et ces intervalles sont déterminés par deux frontières, une à gauche et une à droite. Ça permet d'annoter et donc ensuite, ça va être très puissant par rapport au script. Donc les scripts, je vais y venir, mais donc si on veut faire des mesures, on pourrait décider de faire les mesures de compter le nombre d'intervalles sur la première couche, ça nous donnerait le nombre de mots. Et si on divise ça par la durée totale, bien, on aura un débit de parole. D'aller rechercher tout ce qui est haut et de prendre le milieu de l'intervalle en question et de mesurer les formants à cet endroit-là. Donc on va pouvoir automatiser plein de mesures par rapport à nos annotations. Encore une fois, une text grid, quand elle est là, n'est pas encore enregistrée. C'est très intéressant de l'enregistrer. Donc on va l'enregistrer potentiellement comme un fichier texte. Et par défaut, Pratt lui donne exactement le même nom que le fichier son correspondant, que le point wave correspondant. Il faut absolument garder ça. C'est-à-dire que Pratt refusera d'ouvrir un couple son TextGrid s'ils n'ont pas exactement le même nom. Donc la seule chose qui peut différer, c'est l'extension. Pour le reste, il faut qu'ils aient le même nom, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et alors, donc, on va pouvoir faire énormément de choses. Enlever des couches, ajouter des couches, dupliquer des couches, les renommer. Bon, il y a énormément de choses potentielles, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Une fonction que je n'ai pas encore abordée, c'est la fonction de dessin. Et ça me semble intéressant de le faire maintenant. Est-ce que mon... Voilà. Donc ça, c'est l'autre fenêtre. Vous vous souvenez de la fenêtre Picture. Elle va nous permettre de ressortir de Pratt une image. Alors une façon peut-être encore plus simple dans un premier temps, c'est peut-être simplement de sélectionner ce qui vous plaît ici. Par exemple ici les formants, je trouve ça assez pénible à voir, les pulses aussi, voilà, ça me semble bien. Et je peux faire un print screen et voilà, je l'exporte. C'est une possibilité. Maintenant, Pratt est plus puissant que ça et peut permettre de créer vraiment des graphes individualisés. Et donc, c'est via la fonction ici, draw. Voilà. On peut vous demander le temps. Ici, je vais demander ce qui correspond à là. Donc, c'est de 3,79 à 4,55. Et voilà, vous voyez qu'il est apparu alors dans ma fenêtre ici le signal de parole. Ça va pouvoir être exporté comme des fichiers images très propres, sans tout ce qui sur un print screen peut poser problème. Et il y a quelques options intéressantes comme changer de couleur. Donc par exemple ici je vous ai mis voilà, le signal de parole. Maintenant je vais changer de couleur, je vais mettre du rouge par exemple. Et je vais demander de dessiner autre chose. Eh bien, avant de dessiner autre chose, je vais vous montrer comment créer un autre objet. Je vous ai dit que, en plus d'avoir des possibilités de mesure, ici, on pouvait créer d'autres objets. Pour l'instant, vous voyez, nous n'avons comme objet que des sons et cette fameuse text grid.
Mais je peux créer vraiment des objets de toutes sortes. Et notamment, je vais créer un objet pitch. Voilà, on va lui donner les paramètres par défaut. Vous voyez, ici est venu s'ajouter un objet. Et si je sélectionne le text grid, le pitch en même temps que le son, par exemple, ou en même temps que la text grid, peut-être. Voilà. Je peux notamment les dessiner. Mais ici, je vais dessiner bien uniquement le pitch. Voilà. Je vais choisir le même intervalle temporel pour que la superposition ait un peu de sens. Voilà, il est venu me mettre le pitch en rouge au-dessus. Pourquoi est-ce qu'il est venu me mettre au-dessus? Parce que la fenêtre ici, ceci, que je fais avec ma souris, détermine en fait là où il va venir dessiner. Mais donc je pourrais recommencer ici l'opération, exactement la même. Et là, il est venu le mettre tout seul. Donc finalement, vous voyez, c'est assez puissant. On peut venir superposer tout ce qu'on veut. Donc la plupart des objets qui sont ici peuvent être dessinés à droite. Et on peut jouer avec les axes, les couleurs, les superpositions. Donc pour une utilisation un petit peu avancée, pour faire de jolis graphiques, ça peut être utile. Alors on va terminer en parlant des scripts Pratt. Donc, en quoi ça consiste les scripts Pratt? D'abord, on ouvre un script ici dans le menu, Pratt, Open Pratt Script, ou bien on en crée un nouveau. Donc, on peut en ouvrir un existant ou en créer un nouveau. Il s'agit de fichiers avec une extension .prat. Et donc, un script, c'est en fait un fichier qui ressemble à un fichier texte, constitué d'une liste de commandes, ligne par ligne, qui permettent d'automatiser en fait toute une série de commandes sous Prat. Donc c'est à destination des utilisateurs avancés qui veulent automatiser des procédures plutôt que de les répéter vraiment de façon fréquente et régulière. C'est extrêmement puissant, mais bien sûr, c'est pas pour des utilisateurs débutants. Maintenant, si vous avez quelques compétences ou quelques intérêts pour la programmation, c'est extrêmement intéressant. Dans les ressources que je vous donnerai, il y aura également des ressources concernant le scripting sous Prat. Ça permet de faire des expériences de perception, mais de façon générale, ça permet plutôt d'automatiser des mesures. Un exemple par rapport au son qu'on a vu ici, le script Prat, si j'ouvre le son et la text grid en même temps, voilà. Le script Prat pourrait aller voir sur la première couche de la text grid, partout les intervalles ne sont pas blancs, donc pas de silence, donc sont annotés. Et pour chaque annotation, lui décider d'un traitement. Par exemple, d'en mesurer la durée. Et puis, si cette annotation, par exemple, copain, donc est non vide, alors on va voir sur la couche suivante, la couche ici. Et on pourrait demander de faire ensuite l'inventaire de tous les intervalles sur la couche phonème. Et selon la nature de l'intervalle, si c'est un I, un A, un O, eh bien on va aller prendre le curseur au milieu de l'intervalle et on va demander à Prat de mesurer l'intensité, le formant, un voice report, que sais-je, et puis d'aller copier ça dans un fichier de résultats. Et donc on peut, grâce au script Prat, multiplier des mesures de façon assez facile. C'est principalement évidemment des utilisations en recherche. Maintenant, sachez que en fait, c'est de plus en plus utilisé dans la communauté.
et notamment un outil comme Monpage, dont je vous parlerai une prochaine fois, un outil d'évaluation de la parole pathologique en français, fonctionne en partie avec l'aide de ScriptPrat, et donc les cliniciens et cliniciennes qui utilisent cet outil sont amenés à faire fonctionner, pas à programmer, mais à faire fonctionner un ScriptPrat. Donc dans le cadre de vos études, c'est bien si à un moment donné, vous passez à une utilisation plus experte de Prat qui vous amène jusqu'au scripting, qui sait un jour. Voilà, ceci termine un petit peu la démo, le rapide aperçu. En ce qui concerne le logiciel Prat lui-même, ce que je peux vous proposer, c'est d'essayer de faire un petit exercice. Il est listé à la fin de la slide. Donc, vous pourrez voir, je vais passer ici, voilà. Donc, à la fin de cette slide-ci, vous pourrez voir un petit exercice proposé. Enregistrer une voyelle tenue A. Réduire le bruit. Alors ça, je ne l'ai pas vu mais, directement, mais quand on a un son, dans les différentes possibilités telles que manipulation, conversion, filtrage, combinaison et modification. Donc dans un de ces menus, il y a une possibilité qui s'appelle Reduce Noise, vous la trouverez. Essayez un petit peu de modifier votre fichier son pour voir si lorsqu'il est modifié, le bruit est réduit. Et procéder à une toute simple mesure qui serait de mesurer la durée du A et mesurer potentiellement les 3 premiers formants, à la fois les 3 premiers formants en moyenne sur la durée du A et au milieu du A. Et puis, voyez un petit peu si vous pourriez aussi mesurer la F0 moyenne, la F0 minimale, la F0 maximale, et peut-être le jitter de ce A. Et donc pour ça, il faudra passer par le voice report. Cet exercice n'est absolument pas obligatoire, il ne sera pas corrigé non plus. Mais si vous parvenez à faire ça en manipulant le logiciel, c'est que vous aurez déjà, a priori, maîtrisé les fonctionnalités de base. Pour aller plus loin, quelques ressources que j'ai consultées qui sont donc à jour au jour d'aujourd'hui, consultées donc le 18 mars 2020. Il y a d'abord 3 tutoriels et ou modes d'emploi en français, c'est assez rare pour être souligné, certains plus fournis que d'autres. Et puis il y a une playlist YouTube qui elle est réalisée en anglais, dans un anglais je pense compréhensible, avec quelqu'un qui parle de façon claire et en articulant. C'est une playlist, donc il y a 7 ou 8 vidéos qui permettent d'aller plus loin sur des choses que je vous ai montrées aujourd'hui et d'autres avec une vidéo commentée. Voilà, ceci clôt cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.